Donc bonjour, toujours dans le cadre des lectures dessinées, travail que j'ai donc effectué avec une école d'art rennaise. Je vais rappeler rapidement. Donc ces lectures dessinées et le principe de ces lectures dessinées, c'est donc c'était donc pour les élèves de dessiner à partir ou de peindre à partir du texte qu'ils entendaient. Donc moi, j'ai travaillé des poses, avec des accessoires ou sans accessoires. Et donc l'idée était donc de me dessiner et de dessiner surtout ce qu'ils entendaient. Donc ça donne des dessins, des typographies différentes, de la peinture, plein de formes artistiques vraiment diverses et variées et très riches. Vous pouvez d'ailleurs essayer, si vous voulez, à l'écoute de cette vidéo. Voilà, la lecture est plus importante finalement que le visuel. Étant donné d'ailleurs que je suis toujours très très à l'aise avec les vidéos et Internet, bien sûr. Donc là, je vais vous lire un texte extrait de Mythologie de Roland Barthes, qui est donc un texte qui a été écrit dans les années 50. Et dans Mythologie, Roland Barthes, en fait, il décrit des faits d'actualité, des objets aussi de consommation courante, qui pour lui font mythe, des espèces de mythes modernes, quoi. Euh, et donc je vais commencer avec un texte qui s'appelle Le vin et le lait. Le vin est senti par la nation française comme un bien qui lui est propre. Au même titre que ses 360 espèces de fromage et sa culture. C'est une boisson totem, correspondant au lait de vache hollandaise ou au thé, absorbé cérémonieusement par la famille royale anglaise. Bachelard a déjà donné la psychanalyse substantielle de ce liquide à la fin de son essai sur les rêveries de la volonté, montrant que le vin est suc de soleil et de terre, et que son état de base est non pas l'humide, mais le sec, et qu'à ce titre, la substance mythique qui lui est le plus contraire, c'est l'eau. À vrai dire, comme tout totem vivace, le vin supporte une mythologie variée qui ne s'embarrasse pas des contradictions. Cette substance galvanique est toujours considérée par exemple comme le plus efficace des désaltérants, ou du moins la soif sert de premier alibi à sa consommation. On dit il fait soif. Sous sa forme rouge donc, il a pour très vieille hypostase le sang, le liquide dense et vital. C'est qu'en fait, peu importe sa forme humorale, il est avant tout une substance de conversion, capable de retourner les situations et les états, et d'extraire des objets leur contraire. De faire par exemple d'un faible un fort, d'un silencieux un bavard, d'où sa vieille hérédité alchimique, son pouvoir philosophique de transmuter ou de créer ex nihilo. Étant par essence une fonction dont les termes peuvent changer, le vin détient des pouvoirs en apparence plastiques. Il peut servir d'alibi aussi bien au rêve qu'à la réalité. Cela dépend des usagers du mythe. Et pour le travailleur, par exemple, le vin sera qualification, facilité démiurgique de la tâche, le cœur à l'ouvrage. Pour l'intellectuel, il aura la fonction inverse. Le petit vin blanc ou le Beaujolais de l'écrivain seront chargés de le couper du monde trop naturel des cocktails et des boissons d'argent.
les seuls que le snobisme pousse à lui offrir. Le vin le délivrera des mythes, lui ôtera de son intellectualité, l'égalera au prolétaire. Par le vin, l'intellectuel s'approche d'une virilité naturelle et pense ainsi échapper à la malédiction qu'un siècle et demi de romantisme continue à faire peser sur la cérébralité pure. On sait que l'un des mythes propres à l'intellectuel moderne, c'est l'obsession d'en avoir. Mais ce qu'il y a de particulier à la France, c'est que le pouvoir de conversion du vin n'est jamais donné ouvertement comme une fin. D'autres pays boivent pour se saouler, et cela est dit par tous. En France, l'ivresse est conséquence, jamais finalité. La boisson est sentie comme l'étalement d'un plaisir, non comme la cause nécessaire d'un effet recherché. Le vin n'est pas seulement filtre, il est aussi acte durable de boire. Le geste a ici une valeur décorative. Et le pouvoir du vin n'est jamais séparé de ses modes d'existence. Contrairement au whisky, par exemple, bu pour son ivresse, la plus agréable aux suites les moins pénibles, qui s'avale, se répète, et dont le boire se réduit à un acte cause. Tout cela est connu, dit 1000 fois dans le folklore, les proverbes, les conversations et la littérature. Mais cette universalité même comporte un conformisme. Croire au vin est un acte collectif contraignant. Le Français qui prendrait quelque distance à l'égard du mythe s'exposerait à des problèmes menus mais précis d'intégration, dont le premier serait justement d'avoir à s'expliquer. Le principe d'universalité joue ici à plein, en ce sens que la société nomme malade, infirme ou vicieux quiconque ne croit pas au vin. Elle ne le comprend pas, aux deux sens, intellectuel et spatial du terme. Elle ne le comprend pas. À l'opposé, un diplôme de bonne intégration est décerné à qui pratique le vin. Savoir boire est une technique nationale qui sert à qualifier le français, à prouver à la fois son pouvoir de performance, son contrôle et sa sociabilité. Le vin fonde ainsi une morale collective, à l'intérieur de quoi tout est racheté. Les excès, les malheurs, les crimes sont sans doute possibles avec le vin. Mais nullement la méchanceté, la perfidie ou la laideur. Le mal qu'il peut engendrer est d'ordre fatal. Il échappe donc à la pénalisation. C'est un mal de théâtre, non un mal de tempérament. Le vin est socialisé parce qu'il fonde non seulement une morale, mais aussi un décor. Il orne les cérémoniaux les plus menus de la vie quotidienne française, du casse-croûte avec le gros rouge, le camembert, au festin, de la conversation de bistrot au discours de banquet. À votre santé. Il exalte les climats, quels qu'ils soient, s'associe dans le froid à tous les mythes du réchauffement et dans la canicule à toutes les images de l'ombre, du frais et du piquant. Pas une situation de contrainte physique, température, faim, ennui, servitude, dépaysement, qui ne donne à rêver le vin. Combiné comme substance de base à d'autres figures alimentaires, il peut couvrir tous les espaces et tous les temps du français. Dès qu'on atteint un certain détail de la quotidienneté, l'absence de vin choque comme un exotisme. Bachelard avait sans doute raison de donner l'eau comme contraire du vin. Mythiquement, c'est vrai. Sociologiquement, du moins, aujourd'hui, seuls les moins. En effet, des circonstances économiques ou historiques ont dévolu ce rôle au lait. C'est maintenant le véritable anti-vin.
Parce que dans la grande morphologie des substances, le lait est contraire au feu par toute sa densité moléculaire, par la nature crémeuse et donc sopitive de sa nappe. Le vin est mutilant, chirurgical, il transmute et accouche. Le lait est cosmétique, il lie, recouvre, restaure. De plus, sa pureté, associée à l'innocence enfantine, est un gage de force, d'une force non révulsive, non congestive, mais calme, blanche, lucide, tout égale au réel. La mythologie du vin peut nous faire d'ailleurs comprendre l'ambiguïté habituelle de notre vie quotidienne. Car il est vrai que le vin est une belle et bonne substance, mais il est non moins vrai que sa production participe lourdement du capitalisme français. Que ce soit celui des bouilleurs de cru ou celui des grands colons algériens qui imposent aux musulmans sur la terre même dont on l'a dépossédé une culture dont il n'a que faire, lui qui manque de pain. Il y a ainsi des mythes fort aimables qui ne sont tout de même pas innocents. Et le propre de notre aliénation présente, c'est précisément que le vin ne puisse être une substance tout à fait heureuse, sauf à oublier indûment qu'il est aussi le produit d'une expropriation.